Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre journal de l'Afrique à la une. Ce soir au Sénégal, l'Assemblée nationale tranche le débat sur la transparence. Elle a adopté une loi pour imposer aux plus hautes autorités de l'État de rendre public leur patrimoine. Un nouvel épisode du bras de fer entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien allié Ousmane Sonko, vous le verrez. À la une également, la fin du sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Ses membres étaient réunis pendant 2 jours à Durban en Afrique du Sud. Avec quelles avancées nous ferons le point avec notre correspondante Caroline Dumais. Et puis les droits des femmes menacés par une vague ultra-conservatrice au nom des valeurs familiales africaines. Plusieurs pays veulent remettre en cause des acquis en matière de santé sexuelle, de contraception ou d'avortement. Avec quelles conséquences pour les femmes, on en parlera avec notre invitée Karel Goli, porte-parole de la campagne Parce que tu comptes en Côte d'Ivoire. On commence ce journal au Sénégal avec ce nouveau bras de fer entre deux anciens alliés, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Le chef de l'État et celui du Parlement, tous deux s'écharpent désormais sur l'épineux dossier de la transparence au sommet de l'État. Ce lundi, l'Assemblée nationale a finalement adopté une loi qui impose aux plus hauts responsables du pays de déclarer publiquement leur patrimoine à leur arrivée comme à leur départ du pouvoir. Précision depuis Dakar, signé Eliman Dao. Jusqu'ici, le président de la République était soumis à une déclaration de patrimoine déposée sur la table du Conseil constitutionnel uniquement au début du mandat. Après l'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale, cet exercice devra être effectué au début et à la fin du mandat présidentiel, après un amendement déposé par le gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale. Cet exercice devra être désormais élargi au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'au Premier ministre, car la proposition de loi initiale ne visait que le président de la République, une proposition de loi initiale du PASTEF, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Dans ce sillage, le député du PASTEF, Guy Marius Sagna, estime que le président de la République s'est rabaissé à hauteur du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre au moment où le ministre de la Justice, qui représentait le gouvernement lors de l'adoption de cette loi, estime que confiner la déclaration de patrimoine uniquement au président de la République était restrictif et que la démarche du gouvernement visait à généraliser la transparence. Le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, informe que le président de la République a décidé d'inscrire cette proposition de loi dans le cadre d'un projet plus global de révision de la Constitution qui sera soumis au peuple par voie référendaire. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la fin du sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, dont les membres étaient réunis à Durban en Afrique du Sud. Au menu, sécurité, économie, mais aussi en toile de fond, un sujet particulièrement sensible en Afrique du Sud, à savoir l'immigration. De l'épidémie d'Ebola aux élections en Zambie, en passant par l'exploitation minière, les sujets abordés lors de ce 46e sommet de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe, ont été très variés, avec en toile de fond la question migratoire. Plus de 160 000 personnes ont quitté l'Afrique du Sud ces 2 derniers mois suite à des manifestations anti-immigrés violentes. Et les pays de la région auraient aimé qu'on en discute profondément. Mais la question n'a finalement été abordée qu'en coulisses ou à huis clos. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré, je cite, qu'il se sentait honteux et inquiet face à des ressortissants qui avaient été discriminés. Mais la politique de Pretoria n'a pas changé. Il faut gérer ensemble les flux migratoires, respecter les lois et surtout payer la facture. Le ministère de l'Intérieur sud-africain estime à 15 millions d'euros les frais de rapatriement. Il a envoyé plusieurs lettres aux pays comme au Malawi, au Nigeria ou à l'Éthiopie pour leur demander de rembourser. Au moment où ce sommet se terminait, personne n'a tenu à faire de commentaires sur ces demandes. L'épidémie d'Ebola au cœur de la SADC et pour cause, elle est devenue ce lundi la plus meurtrière de l'histoire de la République démocratique du Congo. En seulement 3 mois, elle a fait plus de 2500 morts. Elle tue désormais une personne toutes les 30 minutes selon l'ONU. Une flambée inédite, particulièrement difficile à contenir. Aucun vaccin ni traitement n'est encore disponible contre le variant Bundi-Bugyo en cause dans le virus actuel.
10 ans de prison pour avoir critiqué la junte au pouvoir, c'est la peine dont écope un célèbre chroniqueur et une influenceuse au Mali, Rasbat et Rokia Doumbia. Ils ont été tous deux condamnés ce lundi à 10 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis. Ils étaient poursuivis notamment pour atteinte au crédit de l'État, après une émission consacrée à la hausse des prix et aux difficultés économiques des Maliens. Faut-il craindre un immense recul des droits des femmes sur le continent? Depuis plusieurs mois, une offensive ultra-conservatrice gagne du terrain dans plusieurs pays au nom, je cite, des valeurs familiales africaines. Tout s'est accéléré début juin au Ghana lorsque des centaines de délégués africains ont plongé sur un projet de charte. Il entend défendre une conception traditionnelle de la famille, un texte qui s'attaque donc frontalement aux droits à la santé sexuelle et dont les femmes sont les premières victimes. On en parle avec vous, Karel Goli. Bonsoir, vous êtes experte juridique, porte-parole de la campagne Parce que tu comptes, qui vise à promouvoir les droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous sur France 24. La Côte d'Ivoire, où l'on ne parle pas aujourd'hui de droit à l'avortement, mais de conditions d'accès à l'avortement. Alors concrètement, si une femme souhaite interrompre sa grossesse en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, que doit-elle faire? À quelle porte doit-elle frapper? Alors, merci. Comme vous avez dit, on ne parle pas de droit à l'avortement, mais de conditions d'accès qui sont prévues par l'article 427 nouveau du Code pénal. Et donc, il y a plusieurs cas de figure, notamment le viol. Lorsqu'une femme est victime de viol, elle doit soit porter une plainte et cette plainte remonte vers le procureur, mais certaines fois, elle se retrouve face au prix du certificat médical, quoique légalement, le dépôt de plainte n'y est pas soumis, conditionné, ou elle se constitue elle-même partie civile, mais encore une fois, on a le défi de la condition économique parce qu'il faut payer justement au niveau du greffe pour avoir ce papier-là. Ensuite, lorsqu'une femme ou une fille est victime d'inceste, il faut que le procureur puisse prouver que la procédure a été ouverte devant lui ou devant elle, c'est selon. Et cela pose le problème des mineurs parce que les personnes mineures doivent être assistées de leurs représentants légaux. Et lorsque ce crime-là est commis au sein de la famille, cela s'entend que la jeune fille n'est pas protégée. Et enfin, lorsque la santé ou la vie de la mère est en danger, elle doit, devant 2 médecins attestants, prouver justement de ce danger-là. Ce qui remet 3 médecins, parce que le médecin consultant lui-même ne peut pas être celui qui atteste de ce que sa vie ou sa santé soit mise en danger. Donc, assez rapidement, il faut dire que les conditions d'accès sont très difficiles en Côte d'Ivoire et pèsent tant économiquement, institutionnellement, que sur le point aussi du traumatisme des victimes. Et pourtant, les femmes y ont recours massivement dans le pays. On parle de près de 290 000 avortements par an, selon les estimations nationales issues des travaux de PMA. 43% des femmes ivoiriennes qui ont déjà été enceintes déclarent avoir eu au moins un avortement provoqué. C'est presque une femme sur deux qui est donc concernée. Que risquent-elles, ces femmes-là, ces femmes qui veulent avorter aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, l'article 425 est clair. L'avortement est un délit qui se transforme en crime lorsque justement la personne qui a recours décède. Et donc, si la femme se procure à elle-même un avortement, elle risque une peine d'emprisonnement, d'amende très lourde, selon le code pénal. Si elle a aidé une autre femme à le faire, donc en tant que complice, elle risque aussi cette peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans. Si la femme est prestataire de santé, elle va aussi être soumise à la peine ou bien aux peines qui sont prévues par le code pénal. Et si dès lors que la personne qui a été avortée décède, on passe de délit d'avortement à crime d'avortement. Donc il faut dire que l'avortement est très encadré en Côte d'Ivoire et c'est encore un délit pénal. Quelles sont les principales difficultés sanitaires auxquelles font face les femmes?
Alors, les principaux défis sanitaires auxquels font face les femmes, déjà, c'est l'objection de conscience. L'objection de conscience qui donne la possibilité à un prestataire de santé, justement, de refuser le soin d'avortement. Bien vrai que la femme y ait droit selon les conditions légales. Et cette objection de conscience-là n'est pas forcément encadrée ni par le code pénal. Quoique le code de déontologie disent aux prestataires ou aux professionnels de santé de référer à un autre professionnel tout aussi compétent. Mm. Cela ne se fait pas forcément et les femmes vont se trouver face à des professionnels qui n'ont pas forcément envie Mm. de leur donner accès à cela. Aussi, si on veut parler de clandestinité, les femmes font face à des conditions très désastreuses. Donc, quant à la salubrité des endroits où elles ont recours à ces services d'avortement, mais aussi à la dangerosité des médicaments qui sont certaines fois de la rue et qui sont prescrits et appliqués par des personnes qui ne sont pas des spécialistes. Et donc, voilà, on va vers la mort de ces femmes. Et comment vous accompagnez les femmes qui souhaitent avoir recours à un avortement en Côte d'Ivoire en tant qu'experte juridique, mais aussi en tant que porte-parole donc, de cette campagne Parce que tu comptes? Alors, parce que tu comptes déjà, ce qu'on doit retenir, c'est qu'une loi qui protège, une loi qui est moins restrictive est une loi qui sauve des vies. Et donc, nous, on essaie justement d'accompagner ces femmes-là dans l'accès à l'information. Donc, pour celles qui ont droit au service d'avortement, de pouvoir savoir quelles sont les conditions telles que citées, mais aussi et surtout de les accompagner au niveau juridique et judiciaire. Donc, j'ai parlé de dépôt de plainte, j'ai parlé de greffe, de procureur. Donc, c'est de permettre à ces femmes-là, qui sont souvent indigentes et avec un niveau d'instruction très réduit, parce qu'il y a aussi la condition de l'écrit qui est posée par le Code pénal. Mais d'autres associations vont, par exemple, aider les professionnels de santé à connaître cet article 427 et nous faisons le plaidoyer justement pour que cette loi-là puisse être adoucie ou au moins des lignes directrices puissent être adoptées. La Côte d'Ivoire qui, donc, je le rappelle, a ratifié le protocole de Maputo. Aujourd'hui, il y a un nouveau sujet d'inquiétude, c'est cette charte africaine sur la famille, la souveraineté et les valeurs dont je parlais au début de cet entretien. Charte discutée début juin lors d'une conférence interparlementaire au Ghana. Ses promoteurs veulent que ces principes soient ensuite traduits dans les législations nationales. Est-ce que le risque, à terme, c'est de voir certains États africains tourner le dos au protocole de Maputo? Et là, je m'adresse à la juriste que vous êtes. Juridiquement, le peuvent-ils aussi facilement? Alors, malheureusement ou heureusement, c'est encore un projet. Malheureusement, cette charte se positionne frontalement face au protocole. Donc, le but, c'est de retirer les acquis, les droits acquis du protocole et pourquoi pas que les États qui ont ratifié le protocole de Maputo puissent à un moment donné le révoquer. Donc, ce qui serait dramatique, déjà que ce protocole est assez discuté et qu'on a des États qui ont émis énormément de réserves. Comme vous l'avez dit, c'est un recul pour les droits des femmes, mais aussi et surtout pour les femmes dans des situations de crise. Donc, un tel projet, s'il advenait à se traduire en texte dans nos corpus juridiques, oui, remettrait en cause, comme c'est déjà le cas, tout ce qui est droits sexuels et reproductifs, avortement. Et aujourd'hui, le débat sur l'excision revient comme par magie, mais je pense que tout ce contexte y est lié. Voilà. Très rapidement, il nous reste moins de 30 secondes. Karel Goli, si vous deviez vous adresser à une femme qui nous regarde ce soir en Côte d'Ivoire, qui envisagerait un avortement, qui ne saurait pas quels sont ses droits, qu'est-ce que vous voudriez qu'elle sache? Quelles ressources peut-on lui donner? Je pense que pour cette femme-là, il faut se rapprocher des organisations, notamment de la campagne Parce que tu comptes, qui est aussi diffusée en ligne et nous pourrons l'aider selon les conditions légales d'accès à l'avortement médicalisé et sécurisé. Karel Goli, porte-parole de la campagne Parce que tu comptes donc et experte juridique. Merci pour votre intervention ce soir sur notre antenne. C'est la fin de votre journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24.